Ben bonjour tout le monde. Je ne veux pas saluer tout le monde là, parce que je vais en oublier, mais je veux quand même vous dire que j'apprécie beaucoup que vous soyez ici aujourd'hui. Et je suis un peu nerveux parce que je me sens un peu comme un élève qui s'en va passer un examen oral, mais devant plusieurs enseignants en même temps. Donc, c'est pas simple. Mais je peux vous dire que je voyais mon épouse aussi commencer à prendre beaucoup de notes sur ce que vous avez dit. Puis j'aimerais commencer par remercier tous nos panélistes d'être ici un dimanche matin. C'est vrai, en plus, il fait beau. Et on voit que vous êtes passionnés d'éducation. Et on ne sera jamais trop nombreux à parler d'éducation. Puis on ne passera jamais assez de temps à parler d'éducation au Québec. Je voudrais bien sûr féliciter Jean-François Roberge pour l'organisation de cette journée. Le féliciter aussi, j'en profite, pour la sortie de son livre cette semaine qui permet de mettre sur la table toutes sortes d'idées. Comme je l'ai déjà dit, je lui ai laissé beaucoup de marge de manœuvre. Je suis d'accord avec pas mal ce qu'il dit. Pas tout, mais pas mal d'affaires qu'il raconte. Et puis, franchement, on aurait besoin de plus de Jean-François Roberge en politique. Je dis ça comme ça. Et comme le disait Paul Gérin-Lajoie, je remonte à quand on a bâti le système d'éducation qu'on a au Québec, qui s'instruit s'enrichit. Peut-être qu'à l'époque, on parlait de s'enrichir seulement matériellement, mais je pense qu'on peut dire s'enrichir sur tous les plans, là, social, individuel, intellectuel. C'est encore plus vrai aujourd'hui. On ne peut pas, sans l'éducation, aller au bout de nos rêves, ni comme individu, ni comme société. Et moi, je viens d'un milieu modeste. Donc, chez nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais heureusement, mes parents croyaient à l'éducation. Mes parents se sont privés pour m'aider financièrement à aller jusqu'à l'université. La plupart des gens avec qui j'étais à Sainte-Anne-de-Bellevue, hein, je vois que la directrice de mon école qui est là, de Sainte-Anne-de-Bellevue, en tout cas, à l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui sont allés jusqu'à l'université, là, mais évidemment que ça évolue. Mais juste pour vous dire que c'est grâce à mes parents, c'est grâce à l'éducation que j'ai pu aller au bout de mes rêves, que j'ai pu aller d'abord en affaires, faire de l'argent, et ensuite en politique, à la demande de Lucien Bouchard à l'époque que j'avais rencontré, puis qui m'avait demandé d'abord d'être ministre de l'Industrie, du Commerce, Sciences, Technologies. Ça a juste duré 3 mois. Après ça, il m'a fait venir à son bureau, puis il me dit « François, j'aimerais ça que tu prennes le ministère de l'Éducation » en me disant si je n'étais pas premier ministre, moi, le ministère que j'occuperais, ce serait celui de l'éducation, parce que c'est ce qui est le plus important, même en économie. Même toi qui aimes l'économie, tu devrais d'abord t'intéresser à l'éducation. Je peux vous dire qu'au début, ça m'a pris un petit peu de temps avant d'accepter, bien honnêtement, parce que je me disais, je me voyais un peu comme un imposteur à l'époque, et puis j'ai quand même accepté, puis je ne l'ai jamais regretté. J'ai été ministre de l'Éducation pendant 3 ans. Je dirais que c'était les 3 plus belles années de ma vie, parce qu'on travaille sur du positif, on travaille sur nos jeunes. Une autre fois, je vous parlerai de l'année que j'ai passée comme ministre de la Santé, c'était une autre affaire. Mais, durant ces 3 années-là, j'ai d'abord essayé de mettre à profit ce que je connais. Donc, rendre un peu le réseau un peu plus imputable. Ça n'a pas été facile, puis il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais étant donné que je suis un gars de résultats, j'ai commencé avec les sous-ministres et l'équipe. D'abord, moi, je visitais 2-3 écoles par semaine. Donc, j'en ai visité une centaine d'écoles. Je sais qu'il y en a des ministres qui aimaient moins ça, là, mais moi, j'aimais ça, aller voir ce qui se passait sur le terrain. Puis, je me suis rendu compte rapidement que si on voulait augmenter le taux de diplomation au Québec, ça passe d'abord par l'aide aux
ce qu'on a appelé les EHDA. Je pense que tout le monde ici sait c'est quoi les EHDA, mais dans la population, les gens le savent peut-être moins, mais peut-être, je ne sais pas, M. Royer, 15 d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de toutes sortes. Si on veut augmenter notre taux de diplomation, il faut mieux s'occuper de ces enfants-là. Donc, j'ai déposé une politique d'adaptation scolaire. Bon, peut-être qu'on a trop intégré dans les classes, mais en tout cas, ça, on pourrait, peut-être qu'on va en discuter beaucoup tantôt. Je me souviens d'avoir mis en place aussi Agir tôt. Hein, c'est nous qu'on a fait un petit brainstorm pour trouver ce nom-là, Agir tôt. Donc, mais ce que ça voulait dire en pratique, ça voulait dire embaucher plus d'orthophonistes, plus d'orthopédagogues pour aider les enfants qui ont des problèmes de dysphasie, de dyslexie, des déficits d'attention. J'ai réduit le nombre d'élèves par classe. Ça faisait aussi consensus. Pas assez, mais je l'ai quand même fait. Puis, j'ai déposé, puis on en a parlé cette semaine aussi, un autre programme que j'ai appelé « Agir autrement ». Et l'idée du programme « Agir autrement », c'était de dire on va envoyer de l'argent directement dans les écoles, puis je vais m'assurer que ce sont les équipes écoles qui choisissent les meilleurs moyens selon leur milieu, selon les caractéristiques de leurs élèves, pour réduire le décrochage. Et j'ai été capable de faire tout ça, là, puis je dois dire merci à Lucien Bouchard. Là, mes collègues à l'époque trouvaient que j'étais un petit peu le chouchou qui allait chercher les budgets, mais on avait eu le sommet du Québec et de la jeunesse en 2000, et la grande conclusion du sommet du Québec et de la jeunesse, c'était d'ajouter 1 milliard de dollars sur 3 ans au budget de l'éducation, en plus des coûts de système. Comme on voyait tantôt, ce que M. Gagné a montré, 4 sur une dizaine d'années, là, ça ne couvre pas les coûts de système. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour ajouter des services. Bon, moi, j'avais eu la chance d'avoir cet argent-là, puis les plus vieux vont se rappeler un épisode un peu difficile aussi que j'ai vécu quand le nouveau premier ministre voulait couper dans les budgets en éducation. J'avais remis ma démission à l'époque. Ça avait fait une grosse histoire, mais bon, finalement, il avait reculé sur les coupures. Bon. Je ne suis pas sûr que la journée que je vais être premier ministre, je vais aimer ça s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais c'est juste pour vous dire que pour moi, mon engagement en éducation, c'est non négociable. Ça fait partie de pourquoi je suis en politique. Parce que, tout simplement, si ce n'était pas de l'éducation, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Puis, il faut absolument donner à chacun de nos jeunes tous les outils, toutes les ressources pour être capable d'aller au bout de leur potentiel. C'est leur avenir, mais c'est aussi notre avenir qui est en jeu. Nos grands-parents, nos parents, hein, dans les années 60, ont mis en place un système d'éducation moderne. Mais je pense qu'on doit faire le constat, 50 ans plus tard, 50 ans après le rapport Parent, qu'actuellement, et puis M. Gagné le montrait bien, là, l'éducation, ce n'est plus une priorité au Québec. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas seulement la faute des deux vieux partis, là, c'est aussi parce qu'au Québec, on n'insiste pas suffisamment pour investir en éducation. Puis on le voyait, là, depuis 15 ans, on n'a pas assez investi en éducation. Puis cette négligence-là, bien là, on la voit d'abord physiquement, hein, les reportages sur des écoles qui tombent en ruine, des enfants en difficulté qui n'ont pas assez de services, des enseignants. Je suis d'accord, il faut être très prudent quand on fait des blagues, là, parce que la grande majorité des enseignants tiennent à bout de bras actuellement notre système d'éducation. Il y a des parents, puis il y en a ici, qui sont inquiets, puis je les comprends. Puis il y a des analystes, on a aujourd'hui des bons, qui sonnent l'alarme depuis longtemps, mais on dirait que le navire prend l'eau. Les sirènes, on les entend, mais il n'y a pas de capitaine qui répond depuis un certain temps. Donc,
Comment ça se fait qu'on accepte ça alors qu'on est dans une société du savoir? Écoutez, il faut d'abord admettre, là, puis c'est vrai dans les écoles, mais j'en parlais avec M. McMahon puis avec M. Gagné. Il faut le dire aussi dans nos universités. Là. Nos universités sont sous-financées. On n'entend plus parler, là, mais nos écoles, nos cégeps, nos universités sont sous-financées. Puis si on croit vraiment à l'égalité des chances, puis à l'éducation, puis à la réussite de nos jeunes, il va falloir investir en éducation. Et ça doit devenir la grande priorité, la priorité nationale. Je vous dis, moi, je ne suis pas quelqu'un de patient, les gens me le disent, donc je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont un petit peu exaspérés, un petit peu frustrés. Ça n'a pas de bon sens, là, quand on parle des garçons, un garçon sur 4 qui finit pas son secondaire. Donc, de toute évidence, là, on n'investit pas assez dans la lutte au décrochage. Il faut prendre les grands moyens. C'est une question de volonté, une question de courage. Ça fait des années qu'il y a des intervenants qui le disent. Il faut être clair, il faut dans nos écoles plus d'orthophonistes, plus d'orthopédagogues, plus de psychologues, plus de conseillers en orientation, plus d'enseignants, plus de travailleurs sociaux. Ça nous prend plus de ressources. Mais il faut aussi se demander, est-ce que notre parcours... Moi, j'ai bien aimé la discussion ce matin sur le parcours scolaire. Ça fait longtemps, là, quand j'ai sorti l'idée Agir tôt, là, ça venait quand j'étais au cégep. Je vous fais une petite confidence. Ma blonde, ma femme, depuis 25 ans, s'en souvient. Je ne la connaissais pas à cette époque-là, par contre. Mais j'avais suivi un cours de psychologie de l'enfant. Voyez-vous, le cégep, ça ouvre les horizons, hein, quand on me dit. Et je me souviens d'avoir lu un livre que peut-être certains, peut-être plusieurs d'entre vous ont lu, là, « Tout se joue avant 6 ans hein? ». Je me souviens que quand on a eu nos 2 gars, ça me stressait là, de dire « il faut tout faire avant 6 ans ». Et ensuite, j'ai lu sur ce qui se fait dans d'autres pays, comme on utilise souvent. Là, mon directeur de cabinet est finlandais, fait on regarde ce qui se fait en Finlande. Pourquoi il y a autant de jeunes qui réussissent en Finlande? Bien, oui, on valorise l'éducation, on valorise les enseignants là-bas, mais aussi tous les enfants sont évalués de façon systématique à l'âge de 3 ou 4 ans. Puis on commence à leur donner des services, surtout à ceux qu'on appelle EHDA, dès le début, puis tout le long du parcours. Donc, c'est évidemment important. Pour moi, c'est la clé. Là. Comment on fait pour, au début, donner le meilleur départ possible aux enfants? Et c'est pour ça que je prends l'engagement aujourd'hui que la CAQ va défendre cette proposition d'une maternelle 4 ans pour tous les enfants des parents qui le désirent. Moi, je pense qu'on est rendu là au Québec. Une maternelle, une pré-maternelle, 4 ans pour tout le monde. Si ça existe en Ontario, aux États-Unis, en France, puis depuis longtemps dans les pays scandinaves, je pense qu'on est rendu là au Québec. Je pense que, évidemment, la meilleure chose, c'est que ça va nous permettre au moins dès l'âge de 4 ans, d'avoir dépisté tous les enfants qui ont des problèmes de lecture, des déficits d'attention, des problèmes de toutes sortes, puis de leur donner des services au moins dès l'âge de 4 ans dans des écoles qui sont gratuites, puis qu'on ne sera pas obligé d'aller en ligne attendre après un orthophoniste pendant des mois quand ce n'est pas des années. Et je suis d'accord avec Égide Royer, j'ai pris en note une belle phrase qu'il y avait dans ses acétates. C'est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Parfaitement d'accord. Quelle belle phrase. Et donc, je pense en plus, on a besoin au Québec d'un grand projet emballant. Puis pour moi, c'est un grand projet emballant de dire on aime tellement nos enfants qu'à partir de maintenant, dès l'âge de 4 ans, ils vont tous avoir accès
à une prématernelle, puis à des services d'orthophonie, d'orthopédagogie, des services, dans le fond, pour leur donner le plus de chances possible de réussir leur vie. Donc, je pense que ça pourrait être un projet emballant, visionnaire et qui donnerait un sens concret à tous ceux qui pensent que l'égalité des chances, là, ce n'est pas juste des mots, mais qu'il faut ajouter des ressources. Et oui, je suis un comptable, je connais bien les finances du gouvernement. Oui, on est capable de financer ce genre de projet. Et d'ailleurs, l'éducation, la question ne se pose pas. Si on a un projet efficace, c'est toujours rentable. C'est le meilleur investissement qu'on puisse pas faire comme investissement à long terme. Dans le fond, ce qui coûte cher à une société, c'est le décrochage scolaire. Mais évidemment, bon, il y a un bon départ à l'âge de 4 ans, mais il y a aussi des choses qu'il faut faire plus tard. Puis je comprends que personne n'aime l'idée d'obliger à aller à l'école jusqu'à 18 ans, sauf qu'actuellement, quand on a mis en place notre système actuel, on a dit que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, si on disait demain matin, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans, je crois qu'on enverrait un signal fort, surtout si on ajoute des ressources. Et je crois, là, puis pour en avoir discuté avec Jean-François, je crois qu'on peut construire un système, évidemment avec des ressources dans les écoles, mais aussi les carrefours jeunesse-emploi font un bon travail, mais pas d'une façon systématique auprès de tous les enfants qui décrochent. Donc, je crois que c'est possible d'accompagner. Puis comme le disait Jean-François, en 1943, on était la dernière province au Canada à mettre l'école obligatoire de 6 à 14 ans. Je ne voudrais pas qu'on soit, cette fois-là, la dernière province à mettre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc, c'est notre responsabilité de s'assurer qu'il n'y ait aucun jeune qui soit échappé. Puis écoutez, là, les chiffres là, sont quand même inquiétants. À chaque année, on a 12 000 jeunes qui décrochent. 12 000 jeunes, et il faudrait leur fournir des services pour les faire accrocher, des services d'orientation. Donc, enchaîner les services de 4 ans jusqu'à 18 ans. Donc, en conclusion, je termine en vous disant que ce fléau du décrochage a beaucoup d'origines. D'abord, il faut mieux valoriser l'éducation. C'est plus un travail à long terme, mais dans chacune de nos familles, il faut davantage valoriser l'éducation. Ensuite, il faut dépister plus rapidement les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et leur donner rapidement les services nécessaires. Et il faut aussi avoir des parcours scolaires qui sont mieux adaptés au potentiel, puis aux ambitions, puis aux besoins de chaque enfant. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec le parcours général, souvent sont vus comme des perdants. On leur présente la formation professionnelle souvent comme une espèce de prix de consolation. Bien, il faut qu'on utilise le potentiel de chacun dans des parcours adaptés pour que chaque enfant ait au bout de son potentiel. Donc, je pense que cette proposition d'une école 4 à 18 ans, c'est une proposition qui est emballante pour moi, et je crois que on peut la résumer en disant offrir la prématernelle 4 ans à tous les parents d'enfants qui la veulent, donc qu'elle soit disponible gratuitement partout au Québec. Deuxièmement, adapter les parcours. Puis troisièmement, bien, rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, mais avec de l'accompagnement, évidemment, pour y arriver. Là, on n'enverra pas de policiers, inquiétez-vous pas. Et donc, je pense que ce que ça veut dire, en terminant, c'est qu'il faut poursuivre le travail qui a été commencé il y a 50 ans. On a donné un grand coup avec la Révolution tranquille. On est rendu à l'étape
de donner un autre grand coup. On peut et on doit avoir des grandes ambitions pour le Québec. Les conséquences du décrochage scolaire sur les plans humains et sur les plans même économiques sont trop graves pour rester les bras croisés. On doit mener une guerre sans merci contre le décrochage. Évidemment, une guerre où on va avoir besoin de ressources, mais une guerre aussi où on va avoir besoin des leaders de notre société pour se mobiliser contre le décrochage scolaire. Donc, je veux à tout le monde vous dire un grand merci d'être ici, un grand merci de venir partager vos idées, puis un grand merci de croire en un Québec ambitieux. Merci tout le monde.